Alors nous voilà pour parler de voile, d'innovation et de transfert de technologie avec vous, Arnaud Cagvel. Donc vous êtes chef de projet filière voile de compétition, Bretagne Développement Innovation. Alors les passerelles existent déjà, il y a des collaborations entre les industriels, les chercheurs, tout le monde va dans le même sens, mais vous arrivez, vous, effectivement, avec un vaste bilan. Alors on hausse les voiles et vous allez nous parler de cet univers maritime qui profite du bon vent du large. Racontez-nous. Merci de me donner l'occasion de parler de ce sport, je crois que pour la première fois pour Unlimitech. Effectivement, c'est une filière aussi économique qui a des activités directes dans les entreprises et c'est ce que je vais vous présenter à l'occasion de cette petite demi-heure. Parce qu'effectivement, c'est un sport avant tout technologique. À partir du moment où vous mettez les pieds sur un bateau, sur un support qui flotte, vous développez une espèce de passion pour le goût du réglage bien fait et de la techno. Et aujourd'hui, les bateaux sont technologiques parce qu'ils sont bardés de capteurs, sont très complexes à manier. C'est technologique aussi, c'est que si vous avez le meilleur bateau, vous avez la possibilité aussi de gagner une course directement liée à votre support. Donc on est bien sur une activité techno, on la compare souvent à la Formule 1. Dans une moindre mesure, ce ne sont pas ni les mêmes montants, ni les mêmes activités, mais ça arrive souvent, notamment sur le volet innovation et transfert de technologie. Alors parlez-nous de Bretagne Sailing Valley. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on dit BDI? Oui, donc effectivement, Sailing Valley, ça fait écho à la Silicon Valley, donc, qui est une concentration d'acteurs de la tech dans la vallée de San Francisco. Et en fait, c'est pas une fainéantise d'un marketeur territorial, c'est dans l'usage aussi des acteurs de parler de cette Sailing Valley parce que on le voit sur cette carte, une très forte concentration d'acteurs, alors beaucoup en Bretagne Sud, mais un petit peu partout, il y a des spots un petit peu partout sur l'ensemble de la carte de la région. Et cette Sailing Valley est connue dans le monde entier, évidemment dans le monde de la voile, mais en Nouvelle-Zélande, où il y a quand même une spécialisation aussi sur la voile, ils connaissent parfaitement cette Sailing Valley et les acteurs qui la composent. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette Sailing Valley? Quelques chiffres. Donc, on a un volet industrie, commerce, services, qui travaille pour des sportifs, donc les écuries et les différents projets sportifs. On compte à peu près 200 teams. Alors, on ne compte pas les projets individuels, mais parce que ça vient, ça vient. Mais d'un point de vue sportif, ça représente quand même 320 emplois dans les teams. Parce qu'on peut avoir jusqu'à de belles PME, équivalent PME, jusqu'à 80 personnes qui travaillent dans un team, évidemment autour d'un skipper ou plusieurs skippers. Ça représente 58 millions d'euros d'activité, de fonctionnement sur l'ensemble du territoire, ce qui a un impact direct sur les entreprises qui conçoivent ces bateaux. Donc on compte à peu près 226 entreprises, 2600 emplois et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui sont liés à la voile de compétition. Et la particularité, c'est cet écosystème de cette Bretagne Sailing Valley. Donc le point de départ, ça reste un sportif qui a un projet voile. Et donc, il va d'abord chercher des sponsors pour pouvoir monter son projet. En fonction du sponsor qu'il peut trouver, il peut monter une équipe complète. Comme je disais, ça va de 30 à 80 personnes pour les plus belles équipes. Ensuite, comme tout sport, il y a une filière détection pour aller chercher les jeunes et les futures pépites. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est la notion de classe. La notion de classe, c'est les catégories de bateaux. Je vais y revenir tout de suite après, mais ça a des conséquences directes sur les capacités d'innovation de l'écosystème. Ensuite, on a les courses. Donc évidemment, c'est un peu le Graal de tout sportif. Mais les courses, c'est un petit peu particulier. Le stade est un petit peu spécial. Et notamment pour les courses au large, en fait, on peut assister au départ. Et puis après, ils partent à l'horizon et on ne les voit plus. Donc il y a toute une activité avant la course. On parle de village, de départ, etc., qui génèrent beaucoup d'activités qui sont directement liées
au territoire. Donc la ville de Saint-Malo, quand elle accueille la route du Rhum, se met en 4 pour accueillir l'ensemble des visiteurs et des 138 bateaux qui font la course. Et ce sont aussi des retombées économiques, médiatiques importantes pour Saint-Malo et pour la Guadeloupe, qui est partenaire titre. Et sur la partie droite du schéma, on voit l'activité économique classique, entreprise, laboratoire de recherche, et puis dispositif de formation. Donc, par exemple, sur l'Orient, vous avez une université spécialisée dans les matériaux composites, qui est directement liée à l'activité voile de cette Sailing Valley. Voilà pour commencer, pour le point de départ. Pour commencer l'écosystème, bien voilà. Sûr. Donc, je vous propose de zoomer sur les entreprises et les teams. Et donc, juste pour que vous compreniez bien cette notion de classe, c'est quand même particulier. Et ça ne favorise pas non plus la compréhension de ce sport. C'est-à-dire que la classe, c'est la taille du bateau. C'est ça, ça correspond souvent à la taille du bateau. Les plus petits étant à droite, là, les 6,50, donc c'est 6 pieds 50. On dit souvent aux skippers, pasta mini d'abord. Dans le circuit mini, il y a une transatlantique. Donc c'est des tout petits bateaux, très simples. Et c'est une sacrée aventure de traverser l'Atlantique à bord de ces petits bateaux. C'est intéressant parce que c'est des petits budgets, donc c'est accessible à des jeunes, enfin quasiment à n'importe qui. Encore faut-il savoir faire du bateau. Et puis on a la classe du milieu, là, les ultimes qui ont fait le tour du monde là récemment, qui sont partis de Brest et revenus à Brest. C'est combien de pieds pour comparer? J'ai plus le chiffre en tête. C'est beaucoup plus que le double, mais effectivement, ce sont des géants des mers, des trimarans. J'ai perdu le chiffre, mais effectivement, c'est cette classe-là qui est un peu la classe ultime. Elle porte bien son nom, avec aussi d'autres catégories comme la classe Figaro. Je disais, ça a un impact direct sur l'innovation. C'est que dans la classe ultime, quasiment tout est permis en termes d'innovation, alors que la classe Figaro, on parle de monotypie, c'est-à-dire que tout le monde a le même bateau. Donc pour les entreprises, c'est un petit peu moins intéressant, en tout cas en termes d'innovation, parce que les bateaux sont identiques et là, les concurrents naviguent sur les mêmes supports. Et ce qui est encore plus compliqué à comprendre, c'est que chaque classe a son championnat. Et en plus, ils sont capables de courir sur les mêmes courses. Donc la route du Rhum, vous allez retrouver les IMOCA, les Ocean 50, les Ultimes, les classes 40. Donc pour le grand public, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais en tout cas, vous voyez, ces classes décident des règles et en fonction de la classe, ça peut générer plus ou moins d'innovation. Donc je vous propose de parler d'abord des entreprises. Je continue. Allez-y, rapidement, parce que je crois que si vous voulez tout dire... Oui, je vais passer vite. Effectivement, donc, dans les entreprises, on a une trentaine de métiers différents. On voit quelques photos, ça va de la voilerie, de la maîtrise des matériaux composites, et puis ces deux entreprises, la CDK et Multiplace, qui conçoivent et finalisent la construction des bateaux, qui après partent dans les teams. Et ces entreprises, elles ne sont pas à 100% sur la voile de compétition, elles ont une activité diversifiée, donc à peu près un quart de leur chiffre d'affaires est consacré à la voile de compétition, 40% de leur effectif en moyenne, ce qui amène à travailler sur d'autres secteurs. Logiquement, le nautisme, on fait la distinction, effectivement, course au large, nautisme, le bateau de monsieur et même tout le monde. Le transport maritime à la voile, j'y reviendrai. Enfin bon, tout un tas d'activités diverses et qui, en même temps, stabilisent cette filière, puisque les entreprises ont tout un tas d'activités, ne sont pas directement liées à un sponsor qui pourrait les désengager du jour au lendemain. Donc les teams, donc on le voit sur ces photos, ce sont des équipes, je disais, c'est des belles PME qui ont un bureau d'études, du design, des emplois aussi dans les matériaux, de la main-d'œuvre ouvrière, jusqu'à la communication et la gestion de l'ensemble de l'équipe. Et tout ça tourne autour d'un skipper qui va faire avancer son projet. Donc là, dans ce petit graphique, on retrouve les budgets de construction d'un bateau pour que vous ayez une notion de coût. En gros, les plus gros bateaux, les ultimes, là, c'est entre 12 et 18 millions d'euros l'achat. Alors, on n'achète pas un bateau tous les ans. En gros, un bateau de la classe IMOCA, là, qui coûte entre 6 et 8, il est fabriqué pour 4 voire 5 Vendée Globe. Donc, ça a lieu tous les 4 ans. Donc, il a une certaine durée de vie. Il est racheté par d'autres skippers, etc.
Et on voit que la classe mini, là, on est sur des budgets relativement accessibles. On peut trouver facilement un sponsor ou des sponsors pour mener à bien son projet. La particularité, c'est que ça génère de l'activité locale, de l'économie locale. On va s'adresser aux entreprises du coin pour concevoir ces bateaux-là. Et donc, il y a un budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement d'un classe ultime, c'est 4,5 millions. Donc, on est quand même sur des montants assez élevés, jusqu'à 40 000 euros pour un mini. Donc, on voit les écarts assez importants entre les deux. Et pour le comparer à d'autres sports, on voit l'IMOCA et les ultimes sur le graphique à gauche, là, les 4,5 millions de la classe ultime. Donc 5-7 en moyenne, hein, pour un budget d'une équipe de basket pro, jusqu'à une écurie de Formule 1, on est sur plutôt 150 millions d'euros. Parfois beaucoup plus, et effectivement des sports, parce que je le dis parce que souvent on met la voile dans une activité, un sport de riche, et dans le monde du sport professionnel, effectivement, on arrive à des montants certes importants, mais malgré tout raisonnables par rapport à d'autres sports. Mais donc ils ont un budget pour de l'innovation. Absolument, oui. C'est le sujet. Merci effectivement pour la transition. Juste avant de parler d'innovation, les courses, quand on a une année comme le Vendée Globe, comme cette année, ça génère aussi beaucoup d'activités dans les entreprises, beaucoup d'innovation, parce que les bateaux doivent être prêts pour cette course mythique que tous les skippers rêvent de faire. Donc cette solitaire, ce tour du monde en solitaire qui est assez particulier. Ou même la Coupe de l'América, qui est sans doute la plus vieille course à la voile. La première course, c'était 1851, qui aujourd'hui, donc cette année, embarque une équipe française. Il n'y en a pas tous les ans, donc ça mérite d'être souligné. Et qui fait travailler aussi les entreprises bretonnes. Et on est sur des navires très, très innovants pour le coup. À chaque fois, la Coupe de l'América est toujours en avance de phase sur les bateaux de demain. Et donc, pour parler d'innovation, je me suis arrêté sur quatre sujets. Le premier, ça a été les foils. Donc, les foils servent à alléger le bateau, et puis à force d'alléger, on a fini par les faire voler. On voit là 3 types de navires. Donc, la catégorie des Sail GP, qui est un peu sur le même modèle que la Coupe de l'América, qui a son circuit propre et particulier. La deuxième photo, c'est un ultime, et on voit la troisième photo où on est sur un gros monocoque qui réussit à voler. Comment fait-on voler un bateau ? Alors donc on a ce qu'on appelle des foils, qui sont ces appendices qui vont dans l'eau, qui sont capables de supporter des tonnes de masse en effort sur ces petits foils. On le voit en particulier sur l'initiative Cœur, là, c'est ce grand appendice qui va aller plonger dans l'eau et soulever littéralement le bateau, le faire voler et du coup diminuer la traînée du bateau. Donc le bateau n'a plus quasiment aucun frottement dans l'eau et va aller extrêmement vite. C'est des bateaux qui vont 3 à 4 fois plus vite que le vent, observé. Et puis j'ai mis une dernière photo qui est une activité très en vogue qu'on peut voir sur les plages désormais. Donc le wingfoil, à force de faire voler les bateaux, on fait voler aussi des petites planches avec des supports de plus en plus légers et qui sont aussi accessibles avec un peu de pratique à tout le monde. Comment est-ce qu'on allège ? C'est la question. Alors oui, c'est un peu l'obsession du skipper quand il va voir un architecte, c'est l'allègement. Et donc, on va travailler sur la finesse des coques, sur toute la masse de ce qu'on va emporter à bord du bateau, au détriment parfois du confort du skipper. C'est souvent l'architecte qui rappelle qu'il va y avoir un bonhomme à bord et qu'il va falloir un peu le protéger, parce que ces bateaux vont de plus en plus vite, et notamment les IMOCA sont capables de s'arrêter un peu brutalement, donc ils passent de 30 nœuds à 0 d'un coup. Donc, 30 nœuds, c'est 60 km/h. Vous imaginez à bord de votre véhicule sans ceinture de sécurité un arrêt buffet. Donc, ça nécessite aussi des innovations dans ce domaine-là, d'anticipation des chocs et d'aménagement de l'ergonomie de la vie à bord des skippers. Donc ça, ce sont les foils. Un sujet vraiment intéressant, c'est le routage. Donc,
si vous n'avez jamais joué à Virtual Regatta, donc on a aussi de l'e-sport dans la voile. Donc Virtual Regatta est cette application qui permet de faire la course en même temps que les vrais skippers. Donc vous êtes sur la ligne de départ en même temps que tout le monde et vous êtes dans des conditions réelles de vent. Donc c'est assez simplifié, hein, c'est très accessible, mais ça vous permet de voir un petit peu quelles sont les réflexions. Et les skippers aujourd'hui embarquent, donc sont hyper connectés et embarquent des datas extrêmement importantes. Et il s'agit de prévoir non seulement le vent, mais aussi l'état de mer, les courants, pour optimiser sa route. On dit qu'en général, à la voile, c'est pas celui qui va le plus vite, mais c'est celui qui arrive le premier, au bon endroit. Ces questions de routage, donc c'est de l'analyse. On a une société en Bretagne qui s'appelle Marine Weather Intelligence qui va mettre aussi de l'intelligence artificielle sur l'analyse de l'ensemble de ces datas. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Ce qui est paradoxalement le moins innové, c'est les voiles. En fait, on a les voiles de l'America's Cup ou celles GP qui sont des ailes rigides, extrêmement performantes, mais c'est des ailes qu'on ne peut pas emmener sur un tour du monde. Donc, on est encore sur des voiles souples. Alors, certes, on a innové dans les matériaux, mais on est toujours obligé de wincher. Et à la traîne. Et quatrième, alors? Et le quatrième, merci de me faire avancer, c'est l'électronique, le numérique. Donc, on le voit sur la photo de gauche, un bateau, c'est extrêmement complexe. Il y a énormément de data à bord. Et donc, maintenant, les teams recrutent aussi des data science, des spécialistes de la data, de l'analyse de data pour améliorer leur performance. On a aussi des outils comme la détection d'objets flottants avec de l'intelligence artificielle pour détecter ce que peut être un objet juste devant le bateau. Donc, c'est extrêmement important parce que les bateaux vont très vite. Donc, s'ils rencontrent soit un cétacé, soit un objet quelconque, il faut avoir une manœuvre d'évitement assez rapide. Donc, pour avancer, on va parler de transfert technologique. Donc, ce support qu'est le bateau, c'est un support extrêmement intéressant d'un point de vue industriel, puisque on va chercher l'allègement le plus fin possible. On est dans de l'hydrodynamisme, aujourd'hui de l'aérodynamisme, et qui est testé dans des conditions absolument extrêmes, dans des tempêtes autour du monde, et l'ensemble de ces matériaux vont pouvoir être testés, ce qui amène les entreprises bretonnes à pouvoir concevoir des projets absolument délirants parfois. Donc là, on est sur le toit de l'église orthodoxe de Paris, qui est 100% en carbone, donc qui est fabriqué par une de ces entreprises de la course au large, ou ce cockpit en carbone de cet avion électrique. Donc les entreprises sont en mouvement dans le transfert, et le transfert le plus important qu'on voit aujourd'hui, c'est le transport maritime à la voile, le fait de mettre des voiles sur les gros cargos pour décarboner le transport maritime. Et là, vous vous rendez compte un peu de la taille de ce mât, qui est le plus grand mât du monde, qui sera posé sur ce type de navire, donc l'Orient Express, qui est un bateau de croisière de luxe, où le transport de la navette Ariane aujourd'hui se fait à bord du canopé. Et donc on voit les ailes que vous voyez là, c'est des ailes qu'on a expérimentées à l'occasion de l'America's Cup, par exemple. Et aujourd'hui, on le retrouve sur un gros cargo qui est complètement installé, qui permet là, sur ce modèle-là, de réduire de 30% les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Et enfin, dernier exemple, c'est Grain de Sel, donc basé à Saint-Malo, qui est en train de traverser l'Atlantique, qui a construit un navire 100% à la voile. Et donc l'entreprise qui fabrique ces mâts pour Grain de Sel vous dira que c'est pas du tout les mêmes mâts que sur un voilier de compétition, mais tout de même c'est la même entreprise, et c'est cette capacité à fabriquer des pièces absolument incroyables, et pour une industrie qui est en train de révolutionner le transport maritime. Le dernier sujet, je ne sais pas où on en est. Mais... Pour conclure, parce qu'il vous reste 2 minutes. Ah bah, j'allais vite alors. C'est dommage, c'est un sujet passionnant. Ce sont les transitions. Donc, comme toute activité humaine, c'est une activité qui est émettrice. Et donc, il y a une étude réalisée par la Fédération française de voile pour calculer et évaluer l'impact carbone de cette filière. Donc, on est quand même sur 75 000 tonnes de CO2 émis par an sur une année
standard. Par exemple, la route du Rhum, c'est tous les 4 ans, donc on a pris un quart de l'impact de la route du Rhum. On a pris un certain nombre de classes qui, ramené au nombre de visiteurs, c'est important, nous permet d'arriver à 50 kg de CO2 par visiteur, parce qu'on le voit dans le diagramme, les visiteurs représentent 67% de l'impact de la course au large sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors on peut le comparer aussi à d'autres activités sportives. Tour de France, 20 kilos. Coupe du Monde, c'est le pire, 700 kilos. Il y a eu le foot avant, mais bon, ça permet d'envoyer un petit au foot. Et la filière, effectivement, est attaquée sur ces sujets-là parce que c'est un sport qui est appuyé sur des valeurs de nature, d'environnement. Donc il faut aussi être réglo de A jusqu'à Z. Donc les classes de course innovent dans l'analyse du cycle de vie. Les organisateurs de course aussi travaillent sur la minimisation de l'empreinte et la maximisation de l'impact. Le Vendée Globe a ses 10 engagements sur les transitions environnementales et sociales, et y compris sur l'inclusion, et avec des programmes pour aussi féminiser le sport. Alors, c'est le seul sport, à ma connaissance, où les femmes concourent avec les hommes et sont sur le même classement. Donc ça, c'est formidable. Mais on se rend compte, là, vous avez une start-up, Célise, qui s'est aperçue que simplement les cotes, les vêtements de marins sont faits pour des marins et pas pour des femmes. Donc elle a travaillé sur un design et puis des petites astuces pour rendre ces vêtements accessibles aux femmes, avec aussi d'autres programmes, y compris ceux de la région Bretagne, dans la partie détection, donne sa chance aux skippers,